Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Crash Experience. Dans cette vidéo, on va s'atteler à cette alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est cette alimentation? Pourquoi je vous la montre? Et bien, c'est l'alimentation d'un home cinéma Philips qui est très très vieux, hein, que j'ai eu pour une poignée de cerises d'occasion pour une vingtaine d'euros et qui me sert principalement branché sur mon PC atelier à sonoriser l'atelier. Il a pas le Bluetooth, il a pas le Wi-Fi, il a pas de port HDMI, il a rien du tout. C'est vraiment quelque chose d'assez vieux, mais ça suffit amplement. Sauf que il se trouve qu'il ne démarre plus. Alors la panne, je la connais, mais je vais vous donner la méthode de réparation, les premières choses à faire quand un appareil ne démarre plus du tout. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer, donc ça sera côté carte d'alimentation du coup, s'il ne donne plus aucun signe de vie, ça peut venir de l'alimentation. Donc vous ouvrez l'appareil, bien évidemment vous le débranchez avant, et vous localisez la carte d'alimentation. Alors elle n'a pas toujours cette forme là, donc si vous en avez, pensez à vous équiper de gants, pensez également à mettre des lunettes éventuellement. Donc la première chose à faire sur les cartes d'alimentation, c'est de mettre, donc vous mettez vos gants, vous dévissez la carte d'alimentation, vous ne touchez surtout pas la partie à l'arrière et vous déchargez tous les gros condensateurs que vous trouvez ici. Donc vous voyez, il y a des gros condensateurs électrochimiques et les petits aussi. Vous les déchargez, alors vous les déchargez proprement, vous faites pas un court-circuit avec un tournevis, ça ils aiment pas, ça les abîme. Vous prenez une résistance de puissance et vous faites toucher les deux pattes. Et en fait ça va les décharger proprement, hein. Ça va juste transférer l'énergie du condensateur dans la résistance qui va juste chauffer, c'est tout. Donc une fois que tout est déchargé, vous vous dirigez du côté secteur, donc l'arrivée secteur, et vous regardez si vous avez un fusible. Donc moi le porte-fusible il est là, hein, mais des fois c'est soudé à la carte. Et donc c'est un fusible T 2,5 A, 250 volts. Et le T en fait, il n'est pas anodin, ça veut tout simplement dire que c'est un fusible temporisé. Alors c'est important de remettre un fusible temporisé quand vous changez le fusible, si ça vient de là. Alors comment on teste un fusible? Le fusible c'est tout simple, vous l'enlevez, vous prenez un multimètre en testeur de continuité, vous touchez, si ça bip, c'est que le fusible est bon, si ça bip pas, c'est qu'il est coupé, qu'il est moins changé. Qu'est-ce que c'est un fusible temporisé? Un fusible temporisé, c'est un fusible qui va être noté par exemple pour protéger au-delà de 2,5 A. Mais imaginons votre carte, elle a besoin d'un appel de courant au démarrage de 3 A. Je dis des bêtises. À ce moment-là, le fusible il va claquer à chaque fois, puisqu'à chaque fois que vous allez démarrer l'appareil, ça va être au-dessus du calibre du fusible. Donc c'est pour ça qu'on utilise des fusibles temporisés. Ce sont des fusibles qui vont être capables de dépasser une certaine valeur donnée pendant un temps donné, leur valeur indiquée, et donc de ne pas couper à chaque fois que l'appareil démarre. Donc j'ai remis un fusible temporisé et j'ai rebranché en mettant bien sûr l'alimentation, les connectiques, etc. Et là ça a reclaqué. Donc ça a claqué franc, hein. C'est le fusible a claqué directement. Donc là je me suis dit, si jamais ça claque directement, c'est peut-être parce qu'il y a un court-circuit. Donc j'ai pris mon multimètre, j'ai débranché l'appareil, décharger les condensateurs et je suis parti à la recherche du court-circuit. Donc dans un premier temps j'ai donc dessoudé le condensateur, hein, juste ici, puisqu'il me donnait un contact franc. Donc j'ai dessoudé le condensateur, je l'ai testé à l'ESR, puisque ce qui vous permet de savoir si un condensateur est bon ou pas dans un premier temps, c'est de faire un check-up visuel en fait de la carte. Donc si par exemple votre condensateur est bombé ou s'il a pété, alors les condensateurs ils sont marqués, les condensateurs récents ils sont marqués, et ça c'est à l'usine, c'est pas anodin, c'est pour que s'il y a surpression dans le condensateur, ça pète par le dessus et non pas par le cul, hein, par le dessous, et que ça vienne endommager, puisqu'il y a des produits qui sont pas très bons pour certains composants, ça vienne endommager le circuit. Mais il se peut qu'un condensateur pète par l'arrière, et donc dans ce cas-là, le liquide se répand, et ça vous le voyez assez facilement. Donc je suis ensuite parti à la recherche de mon court-circuit, donc je me suis mis sur le condensateur, puisque les pistes de ce condensateur-là, ils partaient là. Donc je suis resté dans la partie primaire, hein, et là j'avais à nouveau mon court-circuit. Et je suis parti ensuite, vu que je l'avais encore là, je suis parti sur
ce côté-là, donc le côté droit pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on a? On voit d'ailleurs au symbole, et ben on a un pont de diode. Et un pont de diode, ça sert à quoi en fait dans une alimentation? Ça sert tout simplement à bloquer l'alternance qu'on veut, hein, si on veut du plus 12 volts, du moins 12 volts, du plus 24, du moins 24, à partir d'une sinusoïde, à partir du secteur, en fait, pour faire simple. Et donc j'ai testé la première diode, ça sonnait, j'ai testé la deuxième, ça sonnait aussi, j'ai testé la troisième, ça sonnait, et la quatrième, cette fois-ci, ça ne sonnait pas. Donc il y en avait au moins 3 sur 4 qui étaient mortes, et une diode ne doit pas faire continuité. Pour ceux qui ne savent pas, une diode, ça laisse passer dans un sens le courant, et ça le bloque dans l'autre sens. C'est ce qui permet en fait de faire des alimentations globalement, mais vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec. Mais globalement, dans l'utilisation d'une alimentation, on s'en sert beaucoup, surtout partie primaire. Donc voilà, on en est là. On va passer à la vidéo en elle-même, puisque ça fait un petit moment, l'intro a été longue, hein, mais voilà, c'était important de bien tout expliquer. Bien, alors j'ai fait chauffer le fer à souder, donc tout est bon. Hop. On va juste... Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ressouder le condensateur. Alors attention, le condensateur a un sens. Donc vous avez une borne, il est polarisé, vous avez la borne positive et la borne négative. Alors la borne négative sur un condensateur, c'est simple à trouver. C'est celle où vous avez des moins affichés. Hop, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Donc vous avez des moins affichés, donc vous suivez en fait le ruban moins et vous tombez sur la patte, et la patte qui est du côté du ruban, c'est la patte négative. Donc là, ils sont assez sympas sur le schéma, en fait, sur la carte en elle-même, il vous l'indique, hein, plus et moins. Donc on va le mettre comme il faut. Hop. Hop. Ok, donc là, vous voyez, le condensateur est soudé. Alors, il a les pattes assez courtes, donc j'ai été obligé de faire comme ça. Mais sinon voilà, faites bien les choses, hein. Quand vous recevez un condensateur, généralement les pattes sont assez longues pour que ça traverse bien et que vous puissiez le recourber. Ensuite, on va s'attaquer au pont de diode. Alors le pont de diode, comment on câble une diode? Alors c'est assez simple en fait, vous voyez sur le schéma, je vais essayer d'avoir de la lumière. Voilà, donc sur le schéma en fait vous voyez que vous avez un petit triangle, donc le symbole de la diode, et une petite barre. Donc la barre en fait c'est le côté bloquant, et cette barre en fait elle correspond à la petite barre blanche, je sais pas si vous voyez, la petite barre grise que vous avez juste là. Donc ça veut dire que si jamais vous envoyez du courant de ce côté là, elle est bloquante, et si vous l'envoyez de ce côté là, elle est passante. Hop. Donc, on va... je vais hop, donc ressouder toutes les diodes. Alors... Hop. Hop. On essaye de s'appliquer un... Et on essaye de ne pas les mettre à l'envers, parce que si vous les mettez à l'envers... Et donc pour tenir en fait le composant, vous écartez très légèrement les pattes, voilà, et là le composant il tient. Donc je vais toutes les mettre, en faisant attention à la polarité, et ensuite on va les souder à la chaîne, hein, de toute façon. Hop. En respectant bien la polarité. Donc celle-ci par exemple, vous la mettez comme ça. Si vous avez un doute, ce qui est bien c'est qu'il le répète ici en dessous. Hop. Et on fait ça pour toutes les diodes. Voilà, donc elles sont toutes remplacées. Donc on va souder ça.
Bien, voilà la bête. Alors, avant de brancher la carte d'alimentation, je vais vérifier qu'il n'y a plus de court-circuit. Alors voilà, vous prenez votre testeur de continuité. Si ça fait court-circuit, voilà. Si ça fait pas court-circuit, voilà. Donc, on va se mettre sur le condensateur qui se trouve ici et qui était en court-circuit. Donc, si je me mets dessus, j'ai absolument rien, on est ouvert limite. Et si je teste toutes les diodes maintenant, voilà. Par contre, si on teste le fusible, bien évidemment, lui, il n'y a pas de souci. Lui, il sonne. Bon, alors on va la remettre. Alors, c'est une carte d'alimentation. C'est une carcasse métallique, vous voyez qu'il y a des petits supports en plastique pour éviter que ça ne touche les parties du dessous et que ça fasse court-circuit. Donc c'est une bonne idée en fait de ne pas, la mettre en loose. Hein. Quand vous réparez, la mettez pas comme ça et branchez pour voir si ça fonctionne. Placez-la bien comme il faut. Peut-être pas la visser, hein. Donc là ce que je vais faire c'est je vais juste la placer vu que j'ai des supports en plastique, je vais pas la visser, je vais juste la clipser au niveau du support en plastique. Alors, on faisant attention au câble d'alimentation qui arrive là. Voilà. Tac. Et donc là, on est sur quelque chose qui est tout à fait convenable. Alors ces cartes-là, je vais pas les rebrancher. Pour pas que si jamais il y a un souci, ça aille là. Je vais juste rebrancher ça, c'est la partie du devant. Donc si jamais j'ai un affichage, je saurai que ça fonctionne. Et je rebranche la partie secteur. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éloigner la caméra si ça pète pour pas qu'elle s'en prenne plein la tronche. Je vais juste vous mettre la façade de l'appareil. Donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Alors si jamais je parle un petit peu plus fort, c'est tout simplement, oui coucou je suis là, que j'ai un casque anti-bruit, donc vous inquiétez pas. Donc là, hop, là j'ai tout rebranché. Rien ne fait contact, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout simplement, faites pas attention au câble, c'est un peu le bordel, je vais prendre le câble d'alimentation et on va le brancher. Ce que je vais faire c'est que je vais couper la multiprise et là 3, 2, 1, donc là il se passe absolument rien. Ok. Alors, je vais juste reprendre le multimètre. Je vais bien le mettre en alternatif. Ok. J'ai bien du jus qui passe. Bon, on va rebrancher tout. Hein. Si ça se trouve, il a besoin que tout soit branché. On va tout rebrancher. Hop. Ah! Ok, donc effectivement, comme vous pouvez le voir là, en fait, quand j'ai branché
je vais retirer le casque parce que je sens que je suis en train de gueuler. Donc là vous voyez qu'on est actuellement, donc le voyant rouge est allumé, hein. Là, le voyant rouge, voilà, le voyant rouge est allumé. Voilà, donc je vais l'allumer. J'ai dit, et là on bascule sur auxiliaire. Voilà. Donc bah écoutez, c'est un succès. Je vais enlever le casque. C'est un succès. Alors, je vais le laisser tourner quand même, hein. Je vais l'utiliser. De toute façon, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, assez régulièrement et pendant une longue période, hein, le temps que tout chauffe, etc. Donc je rencontrerai vite si jamais y a un souci. Mais là déjà, ouais, on est sur quelque chose qui est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais démarrer l'ordinateur puisque là il n'est pas allumé. Donc attendez, hop, on va démarrer l'ordinateur tout de suite. Et je vais vous mettre de la musique. Alors une musique libre de droit parce que je sens que YouTube va encore me faire chier avec les droits d'auteur. Mais je vais démarrer l'ordinateur et puis je vais vous mettre de la musique. Bien, je me suis connecté sur mon NAS et j'ai sorti ma petite musique. Donc pour lancer une musique non copyrightée ou du moins que YouTube me fasse pas trop chier avec les droits d'auteur. Donc le home cinéma est relié en auxiliaire. Vous voyez que c'est marqué auxiliaire. Donc je vous ai cadré l'écran de l'ordinateur ainsi que l'écran du home cinéma, hein, pour pas que vous dites que c'est un gros fake. C'est pas mon intention, c'est pas le but de la vidéo. Tiens, d'ailleurs, hop, je vais vous montrer. Donc le home cinéma est relié au moyen de sa sortie auxiliaire à la jack qui se trouve juste ici. D'ailleurs, si je fais, voilà, il n'y a pas plus clair. Donc désolé pour les possesseurs de casques, mais c'est le moyen le plus clair en fait de vous prouver que c'est bien branché, hein. Voilà, tout simplement. Alors, on va lancer une petite musique. On va lancer ça. Si je l'éteins, tac, stand-by, il n'y a plus de musique, pas de secret. Si je le rallume, évidemment, la musique reprend. Donc ça met un petit temps, le temps qu'il... Alors on va se retrouver face caméra pour la conclusion, mais la conclusion elle est pas bien compliquée, hein. C'est un succès, c'est clairement un succès. Alors vous voyez, là j'ai eu de la chance puisque bon bah voilà, j'avais un court-circuit, mais il y a des fois c'est des pannes plus vislardes, donc déjà la mienne était assez vislarde et j'ai eu de la chance de tomber tout de suite sur le pont de diode, mais ça aurait pu être beaucoup plus loin dans le circuit. Donc ce que je vais pouvoir revisser la carte d'alimentation. Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais branché uniquement, lors de mon premier essai, j'avais branché uniquement la face avant du home cinéma en me disant bah de toute façon l'affichage il va fonctionner, mais en fait il semble que ça ne pouvait pas fonctionner puisque le processeur qui gère la façade en fait il est sur cette carte là. Voilà, juste derrière. Donc si jamais évidemment je branchais pas la carte derrière, ça ne pouvait pas fonctionner. On se retrouve face caméra pour le bilan. Écoutez, c'est un succès. Alors comme vous avez pu le voir, c'est parfaitement fonctionnel. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une réparation... Alors on va parler en termes de coût. C'est une réparation qui m'a coûté moins de 4 €, entre 3 et 4 €. Donc j'ai déjà testé, j'ai déjà été voir sur internet par curiosité une alimentation comme ça, combien ça coûtait. Ça se trouve encore et ça coûte 60 €. Donc pour un appareil que j'ai payé 20 €, ça me faisait un petit peu chier de dépenser 60 € pour une alimentation. D'autant plus que la panne était entre guillemets relativement simple. Donc comme vous pouvez le voir, hein, pour peu que vous ayez du temps et des connaissances
des petites connaissances en électronique, vous arrivez à vous en sortir si c'est pas des grosses pannes et qu'il n'y en a pas partout. Je suis niveau bricoleur, bidouilleur, amateur, hein, donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des années dans l'électronique pour réparer avec succès un appareil. Donc vous pouvez très bien vous cantonner à tout ce qui va être condensateur, fusible, hein, mais si jamais vous avez envie de pousser l'investigation, découvrir par vous-même, hein, puisque c'est comme ça qu'on apprend le mieux, hein, c'est en découvrant par soi-même, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention. Quand vous travaillez sur une carte d'alimentation, gardez bien à l'idée que vous êtes sur des tensions de 200 voire même 300 volts. Hein. Des fois, il y a des condensateurs chargés à 300 volts. Donc ça peut au mieux vous blesser, au pire vous tuer. Hein. Donc faites vraiment très attention à ça. Hein. Faut pas rigoler avec ça. Voilà, donc si jamais vous le sentez, il n'y a pas de souci. Hein. Prenez toutes les précautions et faites-le. Si vous ne le sentez pas, le faites pas, ça en vaut pas la peine. Donc comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime. Si vous avez la moindre question, les commentaires de la vidéo sont là pour ça. Si vous avez des idées pour améliorer les vidéos, hein, puisque j'ai commencé avec le passage du clavier au lave-vaisselle et ça c'est la deuxième vidéo, hein, donc ça peut être un petit peu brouillon, il peut y avoir des choses à améliorer, donc n'hésitez pas également, hein, je suis toujours ouvert aux critiques constructives. Donc si jamais vous avez des idées, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, pourquoi s'en priver. Par contre, si vous abonnez à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait pour les abonnés et pour les futurs abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner et cocher la case m'envoyer les nouvelles notifications. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous ne recevez pas une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, hein, donc c'est un petit peu... ça va à l'encontre de l'abonnement si vous voulez, mais c'est comme ça. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez sur YouTube, donc vous avez peut-être déjà l'habitude, c'est peut-être déjà fait. Super. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Pour ma part, c'est une bonne soirée et à très bientôt sur Méga Informatique. Salut!